Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 2 février et dans l'actualité de ce jour, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part par visioconférence à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet consacré à l'harmonisation des points de vue des pays de la sous-région concernant l'élection du président de la Chambre, sinon de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Dans le cadre de sa mission de conciliation et de renforcement de la cohésion sociale, le médiateur de la République, Adama Toungara, était vendredi dernier à Teiri. Ce village de la sous-préfecture de Bayota, dans le département de Gagnoa, a connu des affrontements intercommunautaires lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres pays du littoral ouest africain, souffre des effets néfastes de l'érosion côtière. Une évaluation du BNET estime à 2355 milliards de francs CFA le préjudice économique de l'érosion côtière. Un dossier à suivre dans ce journal. Et on commence en priorité avec l'agenda du président de la République. Alassane Ouattara a pris part ce mardi à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une rencontre par visioconférence, mais qui a surtout permis aux dirigeants de se pencher sur les élections à l'Union africaine. Le compte-rendu d'Awa Touré. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur les élections à l'Union africaine. Les dirigeants de l'espace CEDEAO, à l'approche de cette échéance, ont accordé leur point de vue concernant l'élection du président de la conférence des chefs d'État pour la période 2022-2023, présidence qui revient à la sous-région ouest-africaine. Ils ont également procédé à l'harmonisation des candidatures des pays membres de la CEDEAO aux élections des commissaires et des dirigeants de l'Union africaine prévues lors du 34e sommet de l'UIA le 6 février 2021 à Addis Abeba. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui veut assumer d'importantes responsabilités au sein de l'organisation continentale, entend ainsi définir des priorités stratégiques, se fixer des objectifs clairs et se donner les moyens de les atteindre en agissant de façon coordonnée. Je vous le disais en titre, le médiateur de la République a séjourné récemment à Teiri, un village situé dans le département de Gagnoa et qui a été le théâtre d'affrontements communautaires en octobre dernier. Adama Toungara y était pour soutenir toutes les initiatives de paix et de cohésion sociale. Le grand conciliateur en a profité pour installer un comité local de veille et de suivi de la cohésion sociale. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. Plus de 3 mois après les événements, Teiri porte encore les stigmates des violences du 31 octobre 2020. Mais les déplacés continuent de revenir des campements et autres lieux de cachette. Jusque-là, même ce quartier, mon quartier Balakou, il n'y a personne. Parce que les maisons étaient détruites. À 90%, les maisons ont été détruites. Donc, on cherche des voies et moyens. Si ça pouvait réparer rapidement, ils veulent venir. Mais c'est par rapport à les maisons on ne peut pas habiter. On peut s'asseoir et puis vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on était ensemble. L'école aussi a repris, mais avec de nouvelles dispositions. Nous avons, avant la crise, un effectif de 920 élèves à Teiri. Et après, nous avons près de 320 élèves que nous n'avons pas retrouvés, qui ne sont pas revenus. Mais il y a un certain nombre que nous avons retrouvés dans nos écoles, dans les autres villages de la circonscription. Nous avons pu inscrire ces enfants-là dans leur village d'accueil. Nous avons pu leur redonner des kits scolaires. Les signes du retour de la paix et de la cohésion sociale dans ce village du département de Gagnoa sont palpables. Les points d'eau sont utilisés ensemble par les différentes communautés. Des actions de médiation qui ont aujourd'hui porté des fruits. Il faut donc des actions concrètes pour penser les plaies et surtout recoller le tissu social fortement fragilisé. Ces populations bêtées et halogènes ont signifié leur volonté de retrouver le vivre ensemble qui les a toujours caractérisés. Nous disons que la réconciliation à Teiri est possible. Elle est le souhait de tout le monde. Mais pour qu'elle soit effective, il faut que tous ceux qui sont auteurs des tueries,
et des incendies soient poursuivis et portés devant la justice. C'est ce qui contribuera, en notre sens, à apaiser et à renforcer le sentiment de prise en charge des préoccupations des populations. Et pour accompagner cette démarche, le médiateur de la République lui-même est allé sur le terrain. Adama Tounkara, au cours d'une rencontre publique, a invité les différentes communautés à la culture du pardon, au dialogue et au vivre ensemble. Téhéri doit redevenir cette terre de paix et de fraternité qu'elle a toujours été. Ce défi ne peut être relevé qu'avec l'implication de chacun. Le dialogue doit ainsi toujours prévaloir dans le règlement de vos différends. De vos différends de tous ordres, fussent-ils politiques. Il faut surtout éviter de se faire justice afin de préserver l'harmonie sociale et renforcer l'état de droit. Pour les prochaines législatives, le médiateur de la République, accompagné des membres du gouvernement, fils de la région du Gord, appelle les populations à la retenue et à tourner le dos à la violence. J'encourage par ailleurs la communauté locale BT, les communautés allochtones et allogènes vivant à Téhéri de renoncer à toute idée de vengeance et de privilégier le règlement du conflit par le dialogue pour une cohabitation pacifique. Il s'agit également de sensibiliser la population à la tenue d'élections législatives apaisées le 6 mars prochain. La rencontre de Téhéri a permis au médiateur de la République, Adama Tounkara, d'installer officiellement les comités locaux et départementaux de veille et de suivi de la cohésion sociale. Ces comités constitués de différentes composantes de la population vont prendre la relève des campagnes de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Il faut rappeler que les événements de Téhéri ont fait 3 morts et une cinquantaine de logements détruits. On se rend maintenant à Lopou, un village du département de Dabou, où la période électorale et son corollaire de désobéissance civile a provoqué des remous, des tensions qui avaient poussé les villageois à interdire l'accès de leur territoire aux autorités administratives, une situation qui appartient désormais au passé, puisque le ministre de l'Investissement privé, Emmanuel Esmelissis, est allé à leur rencontre. Cadre du Léboutou, il leur a parlé de paix et de développement. Emmanuel Esmelissis les a surtout invités à ne plus entraver les actions et activités civiques dans leur localité, les temps forts de la rencontre avec Franco Quadio. Lopou, village du pays Lodjoukro. Nous sommes dans le Léboutou, région des Grands Ponts, sud ivoirien. Ici, la période électorale a été un foyer de friction. Les populations ont cependant décidé de faire table rase de ces moments de braise et emprunter la voie de la cohésion. C'est le sens de cet accueil expressif réservé au ministre de la Promotion de l'Investissement privé, d'ailleurs fils de la région Esmel Esmelissis. Aux premières loges, dans cette volonté de dialogue et d'apaisement, la jeunesse a l'initiative de la rencontre. Nous avons voulu que le ministre soit à Lopou pour lui demander de façon officielle pardon et le ministre a accepté. Donc c'est un sentiment de joie. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse de Lopou qui est derrière moi. Nous avons décidé de faire chemin avec le ministre. Nous lui avons demandé d'être notre porte-parole auprès du gouvernement pour que les projets de développement que le gouvernement a entamés, Lopou ne soit pas en marge de ces projets-là. Ils ont été à l'initiative de la désobéissance civile en empêchant l'administration de rentrer dans leur village. Aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes nous ont appelés pour faire mea culpa et dire qu'ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Je ne peux qu'être heureux. La jeunesse, les femmes, les autorités coutumières, mais aussi les cadres, le ministre René Dibi, fils du village, a argumenté dans le sens de l'acquis, mais aussi de la pérennité, de la paix nécessaire à tout développement. L'essentiel à retenir, selon Esmel Esmelissis. J'aurais dit qu'il n'y a pas meilleure chose que de s'entendre, que d'avoir la paix. Aujourd'hui, ils ont égrené un ensemble de préoccupations, mais s'il n'y a pas de paix, comment voulez-vous qu'on puisse poser des actes pour résoudre ces problèmes? Et les jeunes ont dit, monsieur le ministre, nous vous attendons. Et j'ai répondu, je viendrai. Avec l'appui du gouvernement, on est la réponse à l'OPO. Et une réponse positive, bien sûr. Dialogue, échange franc et direct,
Tout se fait ici en langue locale. Il y a quelques jours, c'était à Kousrou et à Kradio. Aujourd'hui, Lopou et bientôt Orbaf. 3 semaines déjà de rencontres et d'échanges pour parler de paix, mais surtout penser le futur en brisant les malentendus entre fils de Leboutou. On en vient maintenant à ce dossier de la rédaction. La mer avance et c'est une réalité. Chaque année, les vagues rongent les côtes marines d'au moins 1 mètre, voire plus. Plusieurs villages du sud de la Côte d'Ivoire sont déjà touchés par le phénomène et c'est aussi le cas à Grand Laou et à Sinimafia. Les experts avancent que le phénomène touche les 3/4 du littoral ivoirien. Sur son passage, l'érosion marine cause d'importants dégâts matériels. Une évaluation du BNET estime à 2355 milliards de francs CFA le préjudice économique de l'érosion côtière. Et si rien n'est fait, la facture pourrait se lever. L'érosion côtière, une menace au développement économique, c'est un sujet de Mahama Traoré. Après 10 minutes de traversée de la lagune Abi, nous rallions le village de Babianéa dans la commune d'Assini-Mafia. En cet après-midi, les habitants vaguent sereinement à leurs occupations. Non loin de là, les vagues de la mer. Dans ce cadre de vie rêvé d'une presqu'île, rien ne laisse planer le spectre d'un danger permanent sur Babianéa. Pourtant, au mois de septembre dernier, la mer en furie avait alors envahi tout le village, causant d'importants dégâts matériels. Et Dieu merci, on a eu des gens pour nous aider à envoyer les sacs. On a pu remplir pour pouvoir bloquer juste un peu. Mais ça, c'est en attendant. Ça peut arriver un coup du moment où on ne sait pas à quelle heure ça a déclenché. Donc là, vraiment, on est beaucoup inquiets. La mairie envisage la délocalisation du village de Babianéa. Nulle autre solution pour l'heure, car la mer avance du fait de l'érosion côtière. Le phénomène menace même le potentiel économique de la cité d'Assini-Mafia. Il n'y avait pas ça ici. La mer était jusqu'au fond, disons 1 kilomètre. Je peux dire 1 kilomètre. Tout ici, il y avait des maisons. Il y avait des maisons, il y avait même des bas ici, que la mer a détruit tout. La commune d'Assini-Mafia est composée de 16 villages. Et dans ces 16 villages, nous avons pratiquement 14 villages qui sont soit côté mer, soit côté lagune. Donc tous ces villages-là subissent l'effet de l'érosion. Ça réduit les plages de la commune. Or, notre atout, ce sont les plages. En dehors du village, il y a quand même des sites hôteliers. Quand une vague traverse notre bar ou notre hôtel ou notre restaurant, c'est toujours des gros dégâts, surtout au niveau de l'électricité. Ça vient que rajouter malheureusement quelque chose à ce qu'on investit et ce qu'on entretient toute l'année. Ces dernières années, le littoral ivoirien long de 566 km a vu ses 3/4 être rongé par la progression des eaux marines. Selon les études, les vagues avancent d'1 à 2 mètres par an et à certains endroits de 3 à 10 mètres. Si jusque-là le village de Laoupanda à Grand Laou en était l'exemple palpable, le phénomène n'épargne aujourd'hui aucune localité de la côte marine, de Tabou à la frontière ivoiro-ghanéenne, même les 2 villes portuaires que sont San Pedro et Abidjan. En août 2011, le quartier Gonzagueville de Port-Boué avait subi un raz-de-marée. La nuit donc du 25 au 26 août 2011, on a eu un raz-de-marée qui a fait avancer donc la mer de 10 mètres sur toute la côte. Donc le temps a trouvé nécessaire de déloger toutes ces personnes, de les délocaliser parce qu'il y va de la vie des hommes. En plus de cet impact social, les vagues de la mer laissent derrière elles une note économique salée. La route qu'on appelle la côtière aujourd'hui est pratiquement impraticable. On peut tout de suite voir les coûts de construction et de réhabilitation de la côtière, par exemple, et déduire combien est-ce que ça coûte à l'économie ivoirienne. L'érosion côtière aussi, à certains endroits, détruit les habitats et cela a un impact sur les stocks halieutiques, sur les stocks de poissons. Et ça fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui importe déjà près de 80% de ses besoins en poissons, va en importer encore plus. Les études du ministère de l'Environnement révèlent qu'une hausse du niveau de la mer d'1 mètre est susceptible d'inonder 54 km² de terre et une montée des eaux de seulement 0,5 mètres pourrait faire disparaître 1000 km de voirie.
Cette réelle menace a été identifiée comme un obstacle majeur à la vision de développement qu'entrevoit la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040, surtout que le littoral ivoirien est un pôle économique abritant 80% des activités industrielles du pays. En 2008, le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, avait évalué à 2355 milliards de francs CFA les pertes possibles qu'occasionneraient les effets de l'érosion côtière sur le littoral ivoirien. Si les politiques environnementales ne sont pas appliquées de façon rigoureuse, on risque d'arriver à un désastre écologique. Il faut absolument la traiter avec beaucoup de diligence et faire en sorte que nous puissions voir dans les années à venir toute une politique publique qui se met en place avec des résultats visibles pour justement contrer cette situation. Pour lutter contre l'érosion côtière, le gouvernement ivoirien s'est doté en 2017 d'une loi relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Un autre mécanisme mis sur pied avec l'appui financier de la Banque mondiale, le projet WACA, programme de gestion intégrée du littoral ouest africain. Il y a un certain nombre de choses à faire au profit des populations et puis il y a aussi des ouvrages à construire. Et ces ouvrages désormais ne sont pas que des ouvrages physiques, des ouvrages durs, mais parfois on peut aller vers des solutions où on construit avec la nature, c'est-à-dire préserver des zones où nous avons des mangroves, ne pas les couper parce que les mangroves protègent naturellement la côte. Le projet WACA dispose d'un financement de 15 milliards de francs CFA, mais il en faut bien plus pour maîtriser les vagues de la mer. Selon le coordinateur régional de ONU Environnement, un pays comme la Côte d'Ivoire doit investir en moyenne 50 à 60 milliards de francs CFA par an pour freiner l'avancée de la mer. Et on reste toujours les pieds dans la mer avec les infractions commises dans l'océan. 25 magistrats et avocats issus des pays de la CEDEAO étaient en formation à Abidjan. En toile de fond, il s'agissait pour eux de renforcer leurs capacités juridiques en matière de droit pénal sur des questions maritimes. Les détails de la rencontre avec Didier Nguessan. Bien outiller les personnels judiciaires en matière de droit pénal dans la lutte contre les infractions commises en mer. Entre autres, la piraterie maritime, le vol à main armée, l'immigration illégale. Pendant 5 jours, les magistrats et avocats sont formés sur le régime pénal des infractions en mer, l'exercice de la police en mer et le blanchiment d'argent lié aux activités maritimes. L'impact économique d'une criminalité maritime représente une menace sérieuse et lourde de conséquences pour les nations et les partenaires concernés. En particulier pour les nations dont l'économie est dépendante du transport et du commerce maritime. Mais pas seulement. L'océan, les mers, c'est le trait d'union entre nos économies. C'est ça qui est important. À titre d'exemple pour la Côte d'Ivoire, 40% des exportations vont vers l'Europe. L'importance du projet Format s'appréhende au regard des multiples menaces qui sévissent dans les eaux maritimes des États de la CEDEAO. En effet, depuis quelques décennies, l'espace maritime du golfe de Guinée, y compris les États de la CEDEAO, est menacé par diverses activités illégales qui mettent en danger non seulement le développement économique de la région et les moyens de subsistance des États, des communautés locales, mais aussi le commerce international. Le projet de formation maritime s'étendra jusqu'en 2024. D'un montant d'1 milliard de francs CFA, il est financé par l'Union européenne dans le cadre de son soutien à la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO. Au thème du projet, 400 acteurs auront été formés dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. À l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré dimanche dernier la journée mondiale de lépreux. C'est la ville de Daloa, la cité des Antilopes, qui a abrité la cérémonie officielle, la 68e du genre, et une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele. Le compte-rendu de Jeanne Atoubé. Le 31 janvier de chaque année, c'est le même rituel. Les malades de la lèpre reçoivent des kits d'hygiène, des vivres, des nattes et des matelas dans le respect de la tradition de la célébration de la Journée mondiale des lépreux.
expression de la sollicitude de la communauté et le devoir d'aide et de soutien, en écho à l'appel de Rolf Loro, le Vagabond de la Charité de la fondation de même nom, les associations partenaires dans la lutte contre la lèpre et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique œuvrent dans une synergie d'action telle que préconisée par l'OMS pour donner à tous les malades de la lèpre l'espoir d'une guérison et le respect de leur dignité. Mettre fin à la stigmatisation et plaider en faveur du bien-être mental des personnes atteintes de la lèpre. Et nous devons ensemble soutenir les droits des personnes atteintes de la maladie de la lèpre. En Côte d'Ivoire, 515 cas de lèpre ont été détectés en 2020. Un malade sur 10 est un enfant. Et dans cette frange de malades de la lèpre, 20% ont une invalidité prononcée. Et comme pour donner l'alerte, l'enfant lépreux est mis au centre de la célébration de la 68e journée mondiale des lépreux à travers le thème « Un enfant handicapé ou des autres maladies tropicales négligées est un avenir compromis ». Sur le ton de la supplication, Simone Bleu-Lenné, Dr Cotijan, Pierre-Yves Thibault, les associations de lutte contre la lèpre et la Fondation Rolf Loro ont appelé à la fois le ministère de la Santé publique, la communauté et les malades eux-mêmes un engagement ferme en termes de dépistage précoce, de prévention, de sensibilisation et d'offre de soins pour donner aux malades de la lèpre le sentiment d'appartenance à la communauté. Dans ce contexte de Covid-19, les lépreux ont trop souffert de la stigmatisation et paient encore le prix des idées reçues sur la maladie de la lèpre. Pour lutter contre la lèpre, il faut s'attaquer aux problèmes d'eau, d'hygiène, d'assainissement, s'attaquer en même temps aux problèmes de pauvreté. On peut arriver à éliminer la lèpre et bien d'autres maladies tropicales négligées ensemble. Je vous demande de faire preuve de solidarité à l'endroit des personnes souffrant de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées. Il vous faut lutter contre le rejet et la stigmatisation sous tous ses formes. La Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif l'éradication d'ici à 2030 de la maladie de la lèpre. La lèpre est considérée comme maladie de la pauvreté, de la misère et de la honte. La 68e journée mondiale de la lèpre a été célébrée concomitamment avec la première journée mondiale des maladies tropicales négligées. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier pays en Afrique à commémorer cette journée. Place à présent au point de la situation de la Covid-19 au 2 février. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 2 février 2021 132 nouveaux cas de Covid-19 sur 3656 échantillons prélevés, soit 4,2% de cas positifs, 229 guéris et 2 décès. À la date du 2 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 28 607 cas confirmés, dont 26 724 personnes guéries, 158 décès et 1725 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 349 351. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que l'épidémie n'est pas terminée. Il recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières, notamment le port de masques dans les lieux publics et les transports en commun. En moins de 6 mois de l'ouverture prévue des Jeux olympiques de Tokyo, le gouvernement nippon a prolongé ce mardi l'état d'urgence lié au coronavirus à Tokyo et dans d'autres régions du Japon. Le pays n'a toujours pas annoncé le calendrier précis de sa campagne de vaccination et aucun des vaccins disponibles en Europe n'a encore été approuvé. Un ministre japonais appelle à l'adoption de règles internationales pour éviter que les pays ne tombent dans le nationalisme du vaccin. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère des Transports dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et en application des décisions du Conseil national de sécurité du 21 janvier 2021. Le ministre des Transports rappelle aux transporteurs, conducteurs et usagers de la route que le port du masque dans les gares routières et les véhicules de transport en commun de personnes est obligatoire. Il invite par conséquent les gestionnaires
personnel des entreprises de transport à veiller à la disponibilité des masques pour leur personnel, notamment les conducteurs et autres auxiliaires. Le conducteur de véhicules de transport a exigé le port de masques à leurs passagers. Le responsable des gares routières a équipé celles-ci des dispositifs de lavage des mains et a participé à la sensibilisation des usagers des dites gares au port du masque. Le ministre des Transports en appelle à la responsabilité et au sens du civisme des transporteurs, conducteurs et usagers de la route. Fait à Abidjan le 2 février 2021, le ministre des Transports, Amadou Koné. Après les délégations des régions du Gbeke, du Poro et du Tchologo, celles des régions du Boclé et de San Pedro viennent de procéder au lancement de leurs activités de transport routier. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du secteur a profité de l'occasion pour sensibiliser les acteurs du monde du transport sur le respect des mesures barrières liées à la Covid-19. On en parle avec Sam Conan. Ils sont 3 délégués départementaux qui vont représenter désormais le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier à Tabou, à Sassandra et à San Pedro. Ces 3 délégués ont reçu, en présence des autorités locales, leur accréditation leur permettant de mener des activités opérationnelles au nom du Haut Conseil. À partir d'aujourd'hui, la donne est finie. Nous partons sur une nouvelle base. Nous organisons le secteur du transport avec un nouveau comportement, un nouveau départ pour pouvoir arriver loin. C'est l'aboutissement de tant d'années d'efforts pour organiser les transporteurs de la région de Basse-Sandra en une entité unique, par département, pour pouvoir avoir une autorité unique. Donc vraiment, nous sommes plus heureux qu'eux-mêmes les transporteurs. À travers ce lancement des activités des délégations départementales, Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier, exhorte les acteurs à s'engager sur le chemin de la professionnalisation du secteur des transports. Nous avons dit qu'il faut que nous puissions adopter des comportements d'ordre civique et que nous soyons des citoyens qui nous mettons dans le dispositif du développement de notre pays, tel qu'engendré par le président Alassane Ouattara. Rigueur, honnêteté, transparence, courtoisie, souci d'entreprise, souci de devenir grand. Parce que le débat dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un débat sous-régional. Le débat n'est pas un débat de syndicalistes, c'est un débat de professionnels du transport. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier a saisi l'occasion pour se rendre dans des gares routières pour sensibiliser les usagers sur la menace de la Covid-19 qui plane toujours. Je constate que vous voyagez, mais vous n'êtes pas protégé. Vraiment, je voudrais vous encourager à ça. Puis la question de la distance, tout ça, c'est des choses que vous devez observer. Ce sont au total 107 délégations du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier qui sont installées sur toute l'étendue du territoire national. De San Pedro, nous mettons le cap sur la ville de Tiasalé où 13 agents de la mairie ont fait valoir leur droit à la retraite. Mais avant leur départ définitif, un hommage leur a été rendu par le conseil municipal. Didier Nguesson. La salle des mariages de la mairie de Tiasalé a servi de cadre à la mutuelle des agents de la mairie et à l'équipe conduite par le maire Antoine Assalé-Tiemoko pour honorer 13 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Le maire et la mutuelle ont reconnu leurs efforts et leur ont rendu un hommage en leur remettant des diplômes d'honneur et des présents au nombre desquels des terrains nus. Nous avons décidé que chaque agent qui avait comptabilisé au moins 15 ans de service puisse bénéficier d'un espace, d'une parcelle de 600 mètres carrés. Et vous êtes plus de 27 agents à avoir bénéficié de ces terrains-là. Au nom de la municipalité, vous dit merci pour ce qui a été fait pour les populations. Les retraités partent pour un repos bien mérité après avoir servi la collectivité. Merci au maire pour l'honneur qu'il nous fait. Mes camarades et moi, tous souhaiter bon vent à la tête de cette mairie. Je voudrais dire aussi à mes jeunes frères d'être toujours à la tâche pour l'avancée de la mairie de Tiasalé. Nous disons merci au maire et nous demandons au Seigneur de donner la force à nos collègues
pour qu'eux aussi ils puissent aller à la retraite en bonne santé. Les désormais ex-agents de la mairie ont reçu les félicitations et les conseils du préfet Vakaba Kone, qui a demandé aux jeunes générations de marcher dans le pas pour relever le défi du développement de Tiasalé. Et on termine ce journal aux États-Unis où Joe Biden va signer 3 décrets sur la réforme de l'immigration. Le système migratoire américain avait été particulièrement chamboulé sous le mandat de Donald Trump. De nouvelles règles pourraient ainsi entrer en vigueur dans les semaines à venir. Joe Biden souhaite garantir aux Américains et migrants des frontières sûres, sécurisées, loin de ce à quoi elles ont pu ressembler au cours de la période Trump. La suite de l'info, c'est demain matin avec Régis Kofi à 6h30 avec l'équipe de Matin Bonheur. Je vous retrouve pour ma part à 13h pour l'édition de la mi-journée. Bonsoir et que la paix soit chez vous.